Madame Hulmes, nous ne sommes pas des enfants. Dans cette vidéo, j'analyserai votre conférence de presse du Conseil national de sécurité en suivant la chronologie de votre discours. Tout d'abord, vous avez voulu nous remercier. Grâce à nos efforts individuels et collectifs, nous avons atteint notre objectif, celui de ne pas saturer les hôpitaux. Eh bien, de rien. Vous vous êtes appuyé sur 2 preuves. La première étant que les hospitalisations ont été divisées par 2 par rapport au pic que nous avions atteint. Oui, madame. Mais les résidents de maisons de repos ne sont pas transférés à l'hôpital. Il y a donc de fait moins d'hospitalisations. La deuxième preuve est celle de la capacité de prise en charge de tous les patients. Tous les patients, vous dites. Mais madame, ces résidents en maison de repos, non pris en charge et non testés, ne sont-ils pas aussi des patients? Nous ne sommes pas des enfants. Vous commencez la deuxième partie de la conférence. Les analyses mettent en lumière également que la situation est très difficile, vous le savez, dans les maisons de repos et de soins. Je salue votre expertise en communication. Ne serait-ce pas un bel euphémisme? Mais qu'est-ce que c'est un euphémisme? C'est une expression atténuée d'une notion dont l'expression directe aurait quelque chose de déplaisant, de choquant. En gros, c'est comme dire « disparu » au lieu de « mort ». Car madame, mettons-nous d'accord, si la situation est difficile, elle a bien une raison, elle a bien une cause. J'estime que nous pouvons savoir laquelle. Je ne suis pas en train d'évoquer d'éventuels responsables. Pas encore. Mais bien des moyens pour pallier à cette situation. Des ressources claires et transparentes. Au lieu de ça, vous dites avoir envoyé l'armée dans les maisons de repos. Ce qui n'est pas regrettable. Mais n'est-il pas déplorable que nous manquions encore et toujours de tests? Et surtout, pourquoi? Et là, vous me coupez l'herbe sous le pied. Vous évoquez un dépistage massif de 210 000 tests qui est en cours, qui apparemment concernerait aussi bien les résidents que l'ensemble du personnel en maison de repos. Mais madame, et le personnel soignant en hôpital, les a-t-on déjà oubliés? Ont-ils été tous testés, fréquemment? Ai-je même besoin de répondre à ces questions quand vous décidez déjà d'imposer des économies aux hôpitaux? Vous nous dites ensuite faire preuve de la plus grande transparence dans la communication des décès liés ou peut-être liés au Covid-19. Alors là, il faut s'arrêter 2 petites secondes et respirer. C'est encore une fois très subtil. Que voulez-vous dire par là? N'êtes-vous pas en train d'insinuer que d'autres pays ne fassent pas preuve de la plus grande transparence? Et si c'est le cas, est-ce notre problème? Sommes-nous dans une concurrence? J'aimerais attirer aussi votre attention sur la fin de votre discours, où vous dites comparaison n'est pas raison. Ce que je vois ici est justement une comparaison, mais une comparaison plus fine, implicite, et qui vous convient. La comparaison des morts vous dérange. Par contre, la comparaison en termes de communication vous arrange. Vous finissez avec cette phrase digne d'une statisticienne, insinuant que le nombre de décès dus au Covid-19 dans les maisons de repos serait surévalué. Eh bien, sans test, difficile de le savoir. Par contre, j'espère simplement, et là je parle en mon nom, que vous n'allez pas préférer tester des gens morts, soi-disant suspects, pour faire baisser les chiffres, plutôt que de tester des gens encore en vie. J'espère simplement que vous allez traiter le vrai problème, plutôt que vous attarder sur les statistiques. Car madame, nous ne sommes pas des enfants. La troisième partie commence comme cela. Dans un contexte de pénurie. Madame, cette phrase, encore une fois, est subtile. Elle est fine. D'accord, il y a un contexte de pénurie. Mais que signifie le mot pénurie? Ne signifie-t-il pas qu'on n'a aucun contrôle dessus? Jean Jaurès disait que quand les hommes ne savent changer les choses, ils changent les mots. Ce contexte de pénurie, je pourrais le remplacer par un contexte de manque. S'il y a manque, il y a une raison. Il y a une cause à ce manque. Et vous la connaissez. Par contre, nous ne la connaissons pas. D'autres questions aussi. Quel est votre budget? Combien coûte un masque, un test, la fabrication? Expliquez-nous, nous avons tout votre temps. Car madame, nous ne sommes pas des enfants. Vous parlez ensuite de 134 millions de masques chirurgicaux, 54 millions d'FFP2. Très bien, mais quand? Comment? Pour qui? Étalé sur quelle durée? Et comment s'assurer que ce matériel ne sera pas défaillant?
À la quatrième partie, que vous n'avez pas jugé utile de traduire en français, vous embrayez en nous disant que ces alliances experts politiciens sont la garantie de l'intérêt de tous, la garantie de l'intérêt commun. Et vous rajoutez que ces décisions sont basées sur leurs avis. Très subtil. Encore une fois, vous dites ces décisions, plutôt que nos décisions. Ce sont donc vos choix, vos décisions, vos choix politiques. J'espère, et je parle en tant qu'universitaire, que ces experts ne seront pas le tampon de vos décisions. J'espère aussi que vous n'utiliserez pas ces experts comme argument d'autorité. Car madame, nous ne sommes pas des enfants. La cinquième partie concerne les nouvelles mesures et le prolongement du confinement. Il y a deux nouvelles mesures, une réelle et une fausse. Une économique et une sociale. La première, on la connaît, c'est l'ouverture des magasins de bricolage et des pépinières. La deuxième, c'est celle qui permet une visite à des personnes se trouvant dans des structures d'hébergement, c'est-à-dire les maisons de repos et de soins ou les centres pour personnes avec un handicap, par exemple, à recevoir la visite d'un proche désigné, à condition que celui-ci ne présente aucun symptôme de la maladie depuis 2 semaines et que cette personne soit toujours la même. Les maisons de repos se chargeront de l'organisation de ces visites. Vous finissez d'ailleurs par dire « Nous ne pouvons en effet pas négliger les effets du confinement sur le bien-être psychologique de tous et certainement pas des plus faibles. » Très intéressant. Pourquoi ? Tout d'abord parce que d'un point de vue organisationnel, les maisons de repos n'ont pas que ça à faire. Elles sont les lieux où gravite actuellement le plus le virus. Elles n'ont pas les moyens, elles n'ont pas de tests et ne peuvent donc pas s'assurer qu'un visiteur est contaminé ou non. N'oublions pas non plus qu'une grande partie des contaminés sont asymptomatiques, porteurs sains. Mais bon, je n'enfoncerai pas de porte ouverte, apparemment cette mesure a été suffisamment décriée, suffisamment rejetée. Par contre, étant étudiant en psychologie, je m'interroge, quelles sont les conséquences psychologiques ? Évidemment, je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Je m'interroge sur le fait de ne pas les nommer, de ne pas les expliquer, ce qui nous démontrerait que ces mesures sont compréhensibles. Mais attendez encore un peu, car la suite, c'est ma préférée. Après cette cinquième partie remplie de gentillesse, d'humanisme et de bienveillance, mais au final d'une mesure qui ne sera pas adoptée, qui ne sera pas prise, vous embrayez sur la sixième partie, le fait qu'il faille respecter impérativement et totalement le confinement au risque de pénaliser l'ensemble du pays. Rappelons tout de même qu'un article du Soir relate que 85% des entreprises contrôlées ne respectent pas des mesures de distanciation. Vous continuez. Bien sûr, nous comptons encore, toujours et surtout sur votre civisme et votre bon sens. Par exemple, si vous voyez qu'il n'est pas possible de respecter les distances de sécurité dans l'endroit dans lequel vous souhaitez vous rendre, par exemple un parc, rebroussez chemin et revenez plus tard. Bizarre, je croyais que nous devions être confinés. L'art de tout dire est son contraire. Mais passons. De plus, vous rappelez que les chantiers peuvent évidemment continuer à être menés à condition que les distances de sécurité soient respectées. Évidemment ouvert à condition de respecter les distances de sécurité. Madame, nous ne sommes pas des enfants. Est-ce vraiment sérieux ? Vous prétendez que quelques relâchements peuvent pénaliser tout le pays. Comment le calculez-vous ? Et qu'en est-il de ces nouvelles mesures ? Et de l'article concernant le non-respect des distances en entreprise ? Et le voilà, votre double discours. Nous sommes assez grands pour savoir si nous n'avons pas eu assez de symptômes depuis 2 semaines. Nous sommes assez grands pour aller au bricot tout en respectant les mesures de distance. Nous sommes assez grands pour aller dans les foyers d'épidémie comme les maisons de repos. Par contre, nous ne pouvons toujours pas être 2 dans une voiture. Nous ne pouvons pas nous balader à 3 dehors en respectant les mesures de distanciation. Mais sur les chantiers, oui. Et cela pose une question à la fois éthique et démocratique. Est-ce que la population est limitée cognitivement et incapable de prendre des décisions rationnelles par elle-même ? N'est-ce pas une forme de maternalisme ? Nous ne sommes pas des enfants. Je préfère quand même souligner que je suis personnellement pour le confinement. Mais je crois aussi que nous avons compris la gravité de la situation. Pourquoi ne plus compter sur notre civisme et sur notre bon sens ? Je souligne ici l'incohérence et l'incompréhension de votre discours. Malheureusement, ce genre de mesures contradictoires et paternalistes pourrait nourrir une défiance vis-à-vis des autorités qui pourrait s'avérer contre-productive. En effet, la confiance est primordiale pour respecter ces mesures de confinement et de distanciation. Madame, nous ne sommes pas des enfants.
Ensuite, vous dites: Ce soir, vous souhaitez que je vous parle de l'avenir, avec le plus de garanties possible. Je le ferai comme à chaque fois, avec transparence et sans fausses promesses. Madame, dire que vous faites preuve de la plus grande transparence possible ne suffit pas à le prouver. Et non, je vous l'accorde, nous n'avons pas besoin de fausses promesses, mais de vraies promesses. Car madame, nous ne sommes pas des enfants. D'ailleurs, en parlant de transparence, nous n'avons pas besoin, madame, d'un rapport pour savoir si le masque est conseillé ou nécessaire. C'est dingue, on en vient à parler de l'utilité et de l'utilisation du masque plutôt que de nous parler du manque de masque. Nous ne voulons pas savoir s'il faut le mettre, nous voulons savoir s'il y en a et s'il y en aura suffisamment. Madame, nous ne sommes pas des enfants. Ensuite, arrive la dernière partie, et pas des moindres que j'appelle le monde de demain. Vous finissez par nous dire: J'ai rappelé plus tôt les règles relatives au monde du travail et celles-ci resteront d'application jusqu'à ce que des protocoles d'accord puissent être bouclés secteur par secteur. L'objectif de ces protocoles sera de permettre aux entreprises de reprendre le plus rapidement possible une activité normale, tout en garantissant les conditions adéquates de travail de leurs employés et qui devront être adaptées, évidemment, aux circonstances actuelles. Je vous l'accorde, il va bien falloir relancer l'économie. Néanmoins, n'est-il pas préférable de s'assurer que la majorité des gens repartant au travail soient testés? N'est-il pas préférable de s'assurer que les entreprises respectent les mesures de sécurité qui ont déjà été prises avant d'établir des protocoles visant à reprendre le travail le plus rapidement possible? Alors madame, faites réellement preuve de transparence. Nous en avons besoin plus que jamais pour vous faire confiance. Malheureusement, à juste titre, subsistent encore des zones d'ombre, des incohérences. Ces incompréhensions de la part des citoyens méritent d'être entendues. Nous avons le temps, alors je vous le répète, nous ne sommes pas vos enfants. Je finirai peut-être par une petite fable, qui vise à mettre en garde contre une accoutumance ou une habituation conduisant à ne pas réagir à une situation grave. Cette fable peut s'énoncer ainsi. Si l'on plonge subitement une grenouille dans de l'eau chaude, elle s'échappe d'un bond. Alors que si on la plonge dans de l'eau froide et qu'on porte très progressivement l'eau à ébullition, la grenouille s'engourdit ou s'habitue à la température pour finir ébouillantée. Ce récit insinue que lorsqu'un changement s'effectue d'une manière suffisamment lente, il échappe à la conscience et ne suscite ni réaction, ni opposition, ni révolte. Les phénomènes d'adaptation, généralement bénéfiques à l'individu et aux sociétés, se révèlent finalement nocifs. Alors, merci pour votre écoute. Et s'il vous plaît, ne nous prenez plus pour des enfants.